Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2020. Peut-être vous êtes encore le 29, mais qu'à cela ne tienne, là où vous êtes, c'est Dieu qui est au contrôle. Là où nous sommes, c'est aussi lui qui est au contrôle. C'est le même Dieu qui est le 29, qui est encore avec vous le 29, c'est le même qui est avec nous le 30. Ça fait quand même une belle lurette. J'ai reçu quelques messages aujourd'hui, des gens qui me disent, est-ce qu'il n'y a pas d'analyse? Vous le savez, nous ne faisons pas les analyses de manière quotidienne. Nous faisons les analyses en fonction de l'actualité, mais aussi en fonction des éléments à notre disposition, des éléments qui nous permettent de faire l'analyse. Alors aujourd'hui, nous avons mis ça sous le format des questions et réponses sur l'actualité politique en RDC. J'allais même dire questions et tentatives de réponses. Voilà. Merci beaucoup.
Aimé Chitekou était le premier à se connecter aujourd'hui. Il y a Dido les Padrés, il y a Lily Rose, Dido qui me dit sois béni papa Anglo Congo, merci beaucoup. Aimé me dit bonsoir, je dis bonsoir à toi aussi. Maman Lily Rose qui me dit bonsoir papa Anglo Congo, bonsoir à toi ma chère maman. Yvon MK me dit bonsoir AC, bonsoir à toi cher frère. Ingeleka Jean Pedro, que l'Éternel se souvienne de vous, vous bénisse. Merci. Qu'il fasse autant pour vous. Jano Maïdima, bonsoir, Monsieur Anglo Congo, bonsoir, Sylvain Moujangimukinaï, voilà, il dit Amen, François Tibemba, Papi Mbouyamba qui me dit Betobou, mon frère, j'ai dit aussi Betou, Kimpanga Joël MKG qui dit bonsoir, j'ai dit bonsoir, John Lusanga qui dit AC News, hello. Je lui dis, hello John, voilà. Oh, la liste est déjà très longue, je ne saurais pas. Mon beau-frère Paul Odimba Ohaka me dit, bien-aimé, nous avons besoin d'une certitude de l'info qui circule sur le désarmement à King Akati. Très bien, lui, il a compris, il a déjà anticipé. Merci beaucoup. Il pose déjà la question. Donc, posez déjà des questions pour qu'on gagne du temps. Patrick Simon Vemoutou, il dit bonsoir Ndeko, bonsoir Ndeko Nangai. Christian Kazadi qui dit bonsoir Anglo-Congo. Firmin Bondo qui dit bonjour Anglo-Congo, bonjour à vous tous. Léon Kabassele qui dit bonsoir. Moi je dis bonsoir à toi. Et même bien qui dit bonsoir mon frère. Chez Noëlla qui dit bonsoir ou bonjour. Chez Noëlla, ok, anyway. Je ne sais pas si c'est la même. Oui, apparemment, c'est... Oui, alors, on continue. Christine Dinanga qui dit bonjour Anglo-Congo, bonjour. Vous êtes nombreux, très contents de vous avoir. Alors, ensemble, commençons par l'actualité. Ah, il y a Stéphane Kabeya qui me dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour. Mbotenabeno, Jambo, que dis-je encore? Betobou, et Losako, voilà. Et on est ici comme Muzori Kabis. All right. Parlons de l'actualité. Elle est faite de quoi? Je commence par... Ce sont des questions que je voudrais que nous nous posions des questions ensemble. Et nous essayons aussi de répondre. Je dis bien, nous essayons de répondre. L'actualité, elle est faite par cette nouvelle de la convocation ou bien de l'ouverture de l'instruction sur l'affaire des comment ça s'appelle encore, de fibre optique, excusez-moi, fibre optique. Vous savez, ça a coûté beaucoup d'argent au trésor public. Il y avait une forte publicité autour de ça. Aujourd'hui, les débits, d'abord l'Internet au Congo n'est pas si fluide comme partout ailleurs. Les compagnies de communication au Congo chargent les consommateurs sans tenir compte de, j'allais dire, de ce que gagnent les petits Congolais. Alors, est-ce que c'est une fake news? C'est la question fondamentale. Anglo-Congo a publié cela. Nous devons être honnêtes. Il y a quand même en dehors de nos sources, où est-ce que nous puisons les informations? Il y a quand même des organes de presse crédibles. Il y a des journalistes crédibles qui ont une réputation à défendre parce qu'ils en ont une qui ont diffusé
cette information. Quelques heures après, ça a été démenti par le parquet de Matete. Mais quand nous étudions les contours de cette nouvelle, nous nous posons la question si réellement c'est une fake news. Premièrement, M. Kinkie Mulumba, qui fut ministre en charge des postes, télécommunications et machin, vous connaissez, il avait réagi dans son tweet et qu'il dit, je le paraphrase, qu'il était pressé à répondre devant la justice. Monsieur Matata Ponyo, qui fut Premier ministre à l'époque, lui avait réagi sur ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux concernant la possibilité ou l'imminence d'une enquête sur le dossier de Boukangalonzo. La question que nous nous posons par après, quand on a dit qu'il n'y a pas une enquête ouverte par le parquet de Matete, il n'y a pas, personne n'est convoqué, mais c'est Kinkie Mulumba revient, il dit que ses avocats s'étaient rendus sur place et ils ont constaté qu'il n'y a pas, que le parquet n'a pas ouvert une enquête ou une instruction sur l'affaire. Alors, question fondamentale. Tout en considérant les crédits qu'ont ces organes des médias que nous ne voulons pas citer, y compris nous-mêmes, nous nous posons la question fondamentale. Est-ce que les avocats de M. Kinkie et de l'autre pouvaient-ils se rendre au parquet de Matete sans qu'au préalable, que leur client ait été convoqué ou ait reçu l'information de manière officielle concernant ces dossiers? Qu'ils aillent seulement comme ça, parce qu'ils ont appris dans les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Il y a quelque chose de louche. Vous savez, M. Vital Kamerhe, on lui avait envoyé une invitation. Il ne s'y était pas rendu la première fois. Pourquoi? Parce que il y avait des erreurs. Une erreur de date dans cette invitation. Rien que ça. Mais il y avait la réaction de ses avocats qui avaient écrit au parquet, et en l'occurrence le parquet de Matete, le fameux parquet de Matete. Comment se fait-il que ces avocats de M. Kinkie et des autres se rendent au parquet, et c'est là qu'ils constatent, se rendent au parquet, disais-je, sans qu'ils aient été informés par leurs clients de manière officielle? Ça ne se fait pas comme ça, en justice. Something is wrong. Quelque chose ne va pas là. Ça ne tient pas debout. Pourquoi les avocats de M. Kinkie Mulumba? Nous nous posons seulement des questions, hein, et nous raisonnons ensemble. Si vous n'êtes pas convoqué, mais vous démontez. C'est ce que font les gens, ils disent généralement, nous n'avons pas reçu une invitation, une convocation, appelez ça comme vous voulez,
de la part de la justice. Ça n'a pas été fait, ni par M. Kinke Mulumba, ni par M. Matata Ponyo, ni par le PDG, je ne sais plus comment on appelle ça, plutôt de postes. Personne n'a dit que nous ne sommes pas au courant. C'est ça la pratique, hein? C'est ça généralement. Il y a des choses parfois on dit, oh non, tel. Et puis c'est un démenti, non? Celui qu'on accuse, dont on dit qu'il est convoqué, il dit non, nous ne sommes pas informés parce que nous ne sommes pas saisis. Ça n'a pas été fait. C'est à l'honneur, il ne faut pas oublier, c'est à l'honneur du client ou bien de la personne dont on dit qu'il est convoqué. Parce qu'on parle là de 50 millions de dollars, hein? Et comme ça fait du buzz sur les réseaux sociaux, pourquoi les avocats et les clients n'ont pas anticipé pour dire non, nous n'avons pas été convoqués par la justice sur cette affaire. Donc c'est plutôt des heures après que les avocats aient été sur les lieux, après qu'ils aient parlé avec le magistrat, que ce ne sont pas les avocats, c'est le parquet qui demande. Bon. Moi, j'ai dit, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je reprends encore, ça ne passe pas. Je crois qu'il y a anguille sous roche. Ou bien le parquet n'a pas encore fini son travail, ou bien alors quelqu'un a tenté d'entraver la démarche du parquet. N'oubliez pas, il faut prendre les contextes. Les FCC cherchent par tous les moyens à domestiquer la justice congolaise, qui est en train de reprendre son indépendance. Et c'est une lutte. Il y a toujours des tentatives de ne pas permettre cette justice d'opérer de manière indépendante. C'est une lutte. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous savez, il y a un grand magistrat, un juge qui a trouvé la mort pendant la tenue du procès des 100 jours. Et l'autopsie, les résultats de l'autopsie ont étonné plus d'une personne. Voilà, c'est dans ces contextes-là que ces choses se passent et nous pouvons nous dire, c'est comme si il y a deux possibilités. Soit le parquet n'a pas fini son travail et que plus tard, ces gens-là seront convoqués parce qu'il faut qu'ils soient convoqués. Il faut qu'ils rendent des comptes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont commencé à répondre à ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux, dans les médias. On a vu Matata Ponyo s'expliquer plus d'une fois sur l'affaire de Boukangalonzo, dont nous avons les dossiers. Je dis bien, nous avons même les dossiers techniques. Je laisse un peu ces dossiers. De côté, je prends un autre point d'actualité. La CENI est encore à la une. On a vu les acteurs politiques et sociaux
se rendent chez les chefs de l'État, on les appelle les 13 personnalités. Elles ont été reçues par les chefs de l'État et à l'issue de cette audience, M. Denis Sesanga a parlé. Donc, l'affaire de la CENI n'est pas encore finie. Nous avons vu M. l'abbé Chollet, qui, il faut le dire, est très actif sur le plan politique. Je me pose la question si il n'a pas une paroisse. M. l'abbé Chollet s'est rendu chez le président AI de l'IDPES, M. Jean-Marc Kabound. Au centre de leurs entretiens, la CENI. On lui pose la question sur M. Rossard Malonda. Il dit que c'est du passé. Vous savez, beaucoup de salive et d'encre ont coulé et continuent à couler autour de cette affaire. C'est pas fini. Vous avez M. Denis Kadima, qui a une très grande expérience en matière électorale à travers le continent, qui est revenu à Kinshasa, qui passe dans les médias. Il fait partie des gens qui ont été écartés parce que, soi-disant, ils sont originaires de la même province que le chef de l'État. Vous avez M. Paul Sapou, qui est un pionnier, je dis bien un pionnier en matière d'élection au Congo, qui a formé beaucoup de gens sur la question électorale, qui est le vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il a été observateur dans plusieurs pays africains à travers le monde pour observer les scrutins. Vous prenez les interviews de M. Abbé Chollet, du pasteur Rockman, de son vrai nom, son nom m'échappe. Ça va venir, son vrai nom. Le pasteur Soni Kafuta, voilà, c'est ça son vrai nom. Il y a un imam qui avait parlé. La communauté internationale s'en est mêlée. Cette affaire de la CENI reste à la une. Avec la réponse du chef de l'État au bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda concernant la validation ou l'entérinement de la candidature de M. Rossard Malonda, les marches qui ont eu lieu autour de cette affaire, eh bien, on est loin, très loin même, de s'éloigner de cette question, parce qu'elle est capitale. Ceux qui me suivent, je l'avais dit bien avant. Je disais que la coalition FCC Cash, sa solidité sera mise à l'épreuve par cette question de la CENI. Et je disais, s'ils s'entendent, si Cash et FCC acceptent un candidat, c'est-à-dire que cette coalition va survivre jusqu'aux élections prochaines. Donc ça deviendra une coalition électorale.
Mais s'ils ne s'entendent pas, les deux composantes de la coalition gouvernementale, je disais que ça aura comme conséquence que chaque parti prendra sa direction pour aller aux élections. Donc, cette coalition ne deviendra pas une coalition électorale et les faits semblent heureusement me donner raison. Cette coalition s'est fragilisée sérieusement autour de la question du bureau de la CENI. Mais analysons un peu. Avec cette nouvelle évolution, qu'est-ce que ça veut dire? Je constate que l'Église catholique, avec les autres confessions religieuses, ont perdu la mainmise sur la gestion de cette question. Pourquoi? Parce que ces confessions religieuses n'étaient pas parvenues à dégager un consensus autour de celui qui devrait diriger la CENI. Et dans leur démarche pour désigner quelqu'un d'un commun accord, il y a eu des choses qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire, c'était un calcul politique de la part des uns et des autres, notamment de l'Église catholique, avec les protestants, d'une part, et des autres confessions religieuses. On sent qu'il y a eu des calculs politiques. Et on peut remonter, on peut voir du côté des 6 confessions religieuses, on peut voir l'ombre du FCC. Du côté de l'Église catholique et protestant, on peut voir la Mouka. Cette division est devenue manifeste à la fin. Et du coup, ils se sont mis à parler dans les médias, dénoncer ce que les autres ont fait, voilà, s'entre-accuser. Malgré cela, le FCC ayant compris que l'Église catholique et les protestants ne vont pas cautionner la désignation de Malonda, l'Église catholique et protestants ayant compris qu'elles se sont fait avoir par les FCC, elles ont changé de position à la dernière minute. Malonda n'a pas pu avoir le consensus autour de sa candidature. L'FCC désespéré va pousser les confessions religieuses, les 6 autres, à aller quand même présenter la candidature de Malonda à l'Assemblée nationale. Mais la manière même que Madame la Présidente Janine Mabunda a fait entériner cette candidature. Moi, j'ai parlé, je ne vais pas citer de nom ici, avec quelqu'un qui travaille au bureau de l'Assemblée nationale. Même les membres du bureau étaient surpris parce que le point n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Certains membres du bureau étaient surpris qu'elle ait soumise cette candidature pour l'entérinement au niveau de l'Assemblée nationale, donc de la plénière de ce jour-là. Finalement, elle va quand même envoyer ça au chef de l'État. Le chef de l'État va dire qu'il n'y a pas consensus autour de l'affaire et qu'il ne peut pas signer ordonnance désignant Malonda comme
président de la CENI. Aujourd'hui, nous avons ces personnalités, appelons ça groupe de délits, c'est ça, là où vous avez les Lokondo, les Lubaya, tous ces mondes-là, qui sont des acteurs politiques. Et dans ce groupe, il y a aussi des acteurs sociaux. Ces gens s'étaient réunis pour réfléchir comment réformer la CENI et dégager un consensus. Donc, réfléchir sur la solution. Ils se sont fait recevoir par les chefs de l'État, ce qui est une sorte de reconnaissance de leur travail. Parce que les chefs de l'État les ont reçus, sur la question, ça veut dire quelque part, les confessions religieuses, catholiques, protestants, d'une part, et les autres, les 6 autres, ont perdu une partie de leur influence sur la suite de ces dossiers. Il y a des partis politiques ou des plateformes qui commencent à parler de dialogue. Autour de cette affaire, il y a des agendas cachés. Quelle est la suite? C'est qu'il y aura une concertation, des pourparlers, des discussions, dialogue, c'est le terme qui fâche. Du moins autour de cette question. Autour de cette question. Mais il y a d'autres plateformes et partis politiques qui veulent un dialogue ouvert à toute la situation politique et sociale du pays, et même économique. Cette question de la CENI va prendre du temps. Le consensus ne sera pas facile. Parce que plus les gens s'ajoutent autour de cette question, plus le consensus deviendra difficile. Les confessions religieuses ont commis une erreur monumentale. Je vous l'ai dit, tenez-les pour dire aujourd'hui, de ma part. Cette question peut même provoquer un glissement. Vous connaissez le terme, c'est-à-dire nous allons dépasser la date prévue pour les élections. Parce que chaque fois que vous mettez les Congolais ensemble autour d'une question, autour de la table pour qu'ils parlent, ça consomme sérieusement le temps et d'autres ressources pour qu'ils arrivent à vous donner un résultat le plus souvent qui va encore causer des divisions et des contestations. Je ne crois pas que le groupe qui est allé voir le chef de l'État sera en mesure de donner une solution qui satisfasse tout le monde. Je ne crois pas. Le FCC qui a la majorité au niveau du Parlement va utiliser son pouvoir pour bloquer la chose. Parce que la procédure prévoit que ça doit passer par le Parlement. Il faut que ça soit entériné. Autant le président de la République a utilisé son pouvoir de veto, autant le FCC va faire la même chose. Donc nous sommes partis pour de longues discussions, nous sommes partis
Et si on ne fait pas attention, je dis bien si on ne fait pas attention, pour une crise, parce que les gens viennent avec des agendas. Nous parlons du consensus autour de la CENI, mais il y a des gens qui vont bloquer cela. Quand je dis les FCC va bloquer, mais il n'y a pas que les FCC. Une partie de la Mouka ici, ce n'est pas tout la Mouka qui veut qu'il y ait un dialogue, va aussi créer les conditions d'enlisement, d'impasse, pour que les dialogues dont ils ont toujours parlé s'imposent. Un dialogue qui va englober beaucoup de choses, qui va aller au-delà de la question du consensus autour de celui qui doit diriger la CENI. Je vois à l'horizon un glissement. C'est vrai qu'il n'est pas encore très visible, mais en tout cas, je vois l'ombre, la silhouette d'un glissement à l'horizon. Comme les hommes politiques aiment anticiper, je suis en train de voir déjà les états-majors réfléchir par rapport à cette éventualité-là. Et les gens ne vont s'y engager que s'ils y tireront profit. Qui a intérêt à ce qu'il y ait un dialogue? Qui a intérêt à ce qu'il y ait un glissement? En tout cas, certains acteurs de la Mouka ont intérêt à ce qu'il y ait un dialogue. L'FCC n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un dialogue. Parce que ce dialogue peut amener à ce qu'on remette en cause l'ordre institutionnel actuel. Or, les FCC a sa force dans les institutions. Mais dans l'opinion publique, le FCC n'est pas fort. Donc le FCC a tout intérêt à ce que l'ordre institutionnel actuel soit préservé jusqu'à la tenue d'élections. Si vous me suivez, faites-moi signe alors. J'aimerais avoir des likes et des j'aime. Alors, je disais que le FCC a tout intérêt à ce que l'ordre institutionnel soit préservé. Mais qui a intérêt à ce que cet ordre institutionnel ne soit pas préservé tel qu'il est jusqu'à la tenue d'élections? Il y a Cash d'abord. Il y a la Mouka. Sur ce point-là, il y a une convergence de vues. Mais qui a intérêt à ce que s'il y a dialogue, que l'on ne parle que de la question de la CENI? Il est évident que Cash veut cela. La Mouka ne veut pas que les dialogues ne se limitent qu'à traiter la question de la CENI. Et le FCC ne veut pas, comme je l'ai dit, d'un dialogue. Donc là, nous avons plusieurs points. Tantôt, nous avons des gens, un groupe qui a un point de convergence avec un autre, et puis l'autre groupe là n'est pas dans cette logique-là.
Et ainsi de suite. Donc, nous aurons de plus en plus de points de divergence. Et plus il y a de points de divergence, plus il y aura la crise. Ce qui va amener très possiblement à une solution venant de l'extérieur. C'est quand vous ne vous entendez pas que l'extérieur vient et s'impose. Donc, il est possible que l'on voie la SADC, l'Union africaine, l'ONU intervenir dans la question pour dégager une solution. Ça peut être une solution à la Guinéenne, à l'Ivoirienne, ça peut aussi être, parce que le Congo est champion aussi à inventer la roue, souvenez-vous de 1+4, ça ne s'est jamais fait ailleurs, ça peut être une solution tout à fait inédite, sans précédent, une formule qu'on n'a pas encore appliquée ailleurs. Et s'il y a glissement, ça arrange qui? En cas de glissement, le chef de l'État reste en place. Qu'est-ce qui arrivera? Ben, on dira que... Parce qu'il est clair que ce n'est pas lui qui a empêché qu'un consensus se dégage au niveau des chefs religieux. Par contre, lui a demandé que les religieux, il les a encouragés qu'ils se rencontrent, qu'ils dégagent un consensus. À l'époque de Nanga, la CENI faisait des choses telles qu'il y a un glissement. Là, c'était délibéré. Mais ici, on n'a pas encore mis en place les bureaux, il y a déjà un blocage. Et ce n'est pas les fêtes du chef de l'État, comme c'était le cas avec Kabila. Ici, ce sont les calculs politiques qui se sont répercutés sur l'Église catholique et protestante et les 6 autres confessions religieuses, et il y a blocage. L'autre facteur, je l'ai toujours dit, c'est le Covid-19. Nous sommes en train d'assister, les statistiques le montrent, à une sorte de deuxième vague. Ce n'est peut-être pas encore le cas au Congo, mais beaucoup d'experts disent que les pays africains n'échapperont pas, parce que déjà l'Afrique du Sud, qui commençait à assouplir les mesures, et les a encore renforcées. Pourquoi? Parce que il y a encore beaucoup de cas qui se sont signalés. Donc, Covid-19, c'est un autre facteur qui peut conduire à ce que les élections ne se tiennent pas à la date prévue. Je ne sais pas si j'ai laissé une question d'actualité. L'armée zambienne, au dire de beaucoup de sources crédibles, est en train de se retirer parce que la SADC a finalement demandé à la Zambie de se retirer des territoires congolais que ses troupes avaient occupés. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais à l'est de la République, il y a encore des tueries. L'affaire John Onumbi, il n'est pas venu pour faire la remise et reprise. Souvenez-vous qu'il avait dit qu'il n'était pas un agneau. On entend des bruits, encore une fois, quand certaines personnes veulent préserver leur position ou récupérer ou se positionner, ils vont jouer la partition le refrain de la sécession. Hein? Mais tout cela, ce ne sont que des manœuvres. Maintenant, venons à la visite de Corneille Nangaa, Didier Kazadi, et puis Madame Jeannette Kabila,
qui sont allés voir le chef de l'État aujourd'hui. J'ai appelé mes sources pour savoir ça retourne à quoi. En tout cas, on me dit non. Et toutes mes sources sont catégoriques. Nous ne savons pas. Mais quand je regarde la qualité, parce que nous nous posons des questions et nous essayons de répondre. Quand je regarde la qualité des gens qui se sont rendus auprès du chef de l'État, je me dis, nous pouvons nous poser quand même des questions de quoi il s'agissait. C'est une tentative. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Qui est Didier? Je commence par Didier Kazadi. Parce que Jeannette Kabila, c'est évident. Les noms, on les dit. Officiellement, nous savons que c'est la sœur jumelle du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Qui est Didier Kazadi? Didier Kazadi est l'une des personnalités qui sont venues avec l'AFDEL et qui est restée encore j'allais dire active sur la scène politique. M. Didier Kazadi a occupé des postes de haut niveau dans l'appareil sécuritaire. À l'arrivée de l'AFDEL, il était à l'ANER, il a dirigé aussi les conseils de sécurité. À la mort de Mouzé, la position qu'il occupait, il était à la tête du conseil de sécurité. Didier Kazadi, c'est quelqu'un qui connaît Mouzé depuis très longtemps. Et quand vous regardez Mobutu, roi d'Isaïr, le monsieur gros barbu qui parle, c'est lui. C'est un homme de confiance. Je réponds encore de confiance. Officiellement, il est ambassadeur du Congo en Angola. Mais le plus souvent, il est au Congo. C'est aussi un homme d'affaires. À un moment donné, il était élu. Monsieur Didier Kazadi, d'après des sources très crédibles, il est très écouté par Joseph Kabila et Jeannette, très considéré. Le plus souvent, quand l'ancien sénateur, qu'est-ce que je dis, l'ancien chef de l'État, sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, surnommé Yemei, quand il rencontre les chefs de l'État, M. Didier Kazadi est, je dis le plus souvent, c'est-à-dire il y a des moments où il n'est pas là, mais le plus souvent il est là. Par rapport à ce que je viens de dire, vous avez Jeannette, vous avez Didier Kazadi, et je pourrais même ajouter, M. Didier Kazadi, quand vous entendez, on a cité Jeannette Kabila dans les Panama Papers, ce n'était pas Jeannette seule. Jeannette était citée comme étant associée du fils de Didier Kazadi. Lequel fils de Didier Kazadi a joué un rôle avec Jeannette pour la venue de Vodacom au Congo. Ils avaient même des parts là-dedans. Ils avaient créé une société de communication qui avait des parts là-dedans. Alors, Monsieur Corneille Nangaa était dans le groupe. M. Corneille Nangaa, c'est quelqu'un qui était à la CENI, et puis il en est devenu le président. C'est le monsieur qui a dirigé la CENI lors des élections de 2018. C'est lui qui a piloté tous les processus chaotiques de ces élections. Mais c'est aussi par lui qu'est arrivée l'alternance au sommet de l'État. Quand nous faisons la sommation de ces trois personnes
Jeannette, Didier Kazadi, Corneille Nangaa, nous pouvons dire par leur qualité, par leur profil, Jeannette Kabila, n'oubliez pas, elle est la présidente de la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pouvons dire que par Jeannette Kabila et monsieur, comment il s'appelle, Didier Kazadi, qu'il est possible que la question une question relevant de la sécurité a été abordée. Et jusqu'à moins que je sois démenti par la suite, jusque-là, la page, bien les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la présidence de la République, même au niveau de Twitter de la présidence, on n'a pas signalé cette visite. C'est plutôt la presse qui en a parlé. La presse, bien entendu, autre que celle de la présidence. Pendant que je suis en train de parler, peut-être c'est déjà fait, mais je parle sur base de la réalité qui était là avant que je ne vous parle. La confidentialité, les caractères secrets même de la rencontre et les profils de ces gens nous fait dire qu'un problème sécuritaire a été discuté, un problème qui concerne directement Kabila, je pense. Sinon, pourquoi il n'enverrait pas le tonitruand Néhémie Moulania? En tout cas, il a encore beaucoup de gens autour de lui. Pourquoi il envoie quelqu'un de la famille? Si on regarde aussi la présence de Corneille Nangaa, on peut se dire que la question des élections a été abordée. Là, je viens de délimiter un peu les champs. Je me dis que ces deux questions ont été forcément abordées. Il est fort possible même que l'audience ait été en deux séquences. Je n'ai pas d'informations. Didier Kazadi et Jeannette Kabila entrent, ils rencontrent les chefs de l'État. Après, on associe Corneille Nangaa au moment où on va parler de la question des élections. Corneille Nangaa qui soutient Rossard Malonda. Parce que Kabila aime opérer souvent comme ça. Il parle à ces gens, mais à côté, il s'arrange. Il a une autre solution parallèle. Après, il met ces gens devant un fait accompli. Il est fort possible que ces gens sont allés voir les chefs de l'État pour qu'ils voient comment débloquer l'affaire de la CENI. N'oubliez pas, si Kabila perd le contrôle de la CENI, ça veut dire que le FCC ne reviendra pas au Parlement, en tout cas ça c'est clair, avec beaucoup de députés. S'il dépasse 30, ça sera un miracle. 30, je parle de 30. Or, Kabila tient pour sa sécurité, en dépit des garanties qu'on lui a données par des Américains, en dépit des garanties légales, Kabila tient à rester présent sur la scène politique à travers les députés, les sénateurs et les députés provinciaux. C'est un bouclier de plus pour lui. C'est pour essayer un peu d'influencer les choses, les décisions du gouvernement. Sinon pourquoi il cherche à domestiquer le magistrat? C'est dans ce cadre-là. C'est un problème de survie, de sécurité pour lui. Donc, pendant que je suis en train de parler, je crois que je réponds aussi à certaines questions qui sont posées. Je commence par les bas. Karis Moussako. Il dit, j'ai appris qu'Honoré Desarmées, la garde
de Kabila Kingakati récemment. Il nous apprend, ce n'est pas une question. Kabila n'a plus confiance au FCC, pour cela il envoie sa famille négocier. Ça c'est au Poni Congo. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus parce que je viens d'expliquer que ça doit être qu'une question de haute importance pour lui envoyer de tels gens. Barumbuto Sangana, il dit lorsque Jean-Marc Abounda a été interpellé au Parlement pour qu'on puisse le destituer, c'était toujours dans des réseaux sociaux qu'aujourd'hui tu appelles là du blabla, lol. Le président Modeste Bahati, il reste le seul Kaïma pour la... Qu'est-ce que tu dis là? Oh my goodness. Pour la RDC, le seul réserve du développement total qui nous reste pour décoller, car à l'époque où il était président de la société civile, nous avons tous connu son bravoure et n'avait jamais entendu parler de la société civile au pluriel. Ce sont des grands signaux à ne pas négliger d'un grand leadership né que cet grand homme d'État incarne. Nous profitons de cette bibliothécaire qui nous reste à la personne du professeur, l'autorité morale et président sénateur Bahati. Bon. Je crois que Barumbuto Sangana essayait de répondre à quelqu'un parce que moi je n'ai pas dit les réseaux sociaux sont des blabla. Moi-même je vous parle grâce aux réseaux sociaux, mais moi j'ai posé des questions, je disais que non, sur l'affaire des gens qui sont convoqués, finalement démentis par les parquets, j'étais en train de dire que non, il y a quand même la fumée, c'est-à-dire que quelque part il y a eu un feu. Hein? Quand on voit la fumée, il faut qu'il y ait quelque part un peu de feu. Alors, Anglo-Congo, ça c'est Pierre Kamouinumoko. Anglo-Congo, est-il vrai qu'ils ont des armées Kingakati et ils ont retiré aussi tous les soldats qui faisaient la garde de Kabila? Je ne pense pas. On peut avoir réduit l'effectif des militaires là-bas, mais la loi prévoit qu'un ancien chef de l'État a droit à la sécurité. Hein? On peut avoir réduit et changé même la qualité de sa garde. J'ai dit on peut avoir. Je n'ai pas d'informations fiables là-dessus, mais il a droit, en tant qu'ancien chef de l'État, à une garde. La police ou quoi, ça je ne sais pas. Je crois que jusqu'à ce que nous aurons une information fiable là-dessus, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je n'ai pas d'informations fiables là-dessus jusque-là. But time will tell. Parce qu'apparemment, c'est ce qui préoccupe les gens. Mais dans ma tentative de réponse, j'ai dit la présence de Jeannette et de M. Didier Kazadi près du chef de l'État nous fait dire qu'il y a une question liée à la sécurité a été évoquée au cours de cette réunion. Hein? Et quelque chose qui touche de manière personnelle Joseph Kabila, en tout cas, a été évoqué. C'est possible. Alors, qui d'autre? Vicky Tshisekedi Luku Saïdi, je disais, le FCC peut bloquer l'initiative de 13 personnalités et seulement s'il continue de garder la main sur l'Assemblée nationale. Oui, tu as raison, parce que sur le plan institutionnel, qu'on le veuille ou pas, ils ont un pouvoir pour bloquer les choses. Piro Boukasedi, nous vous suivons. Merci beaucoup. Aimé Titekoudi, c'est bon. Marcel, oui, ça va, c'est quand je voulais avoir... Oui, bonsoir, bonsoir. Tous ceux qui m'ont salué, je vous dis bonsoir. J'ai besoin de questions, de commentaires. Hein. Mais la clôture de la session, ça c'est... Sli Djembo dit la clôture de la session de l'Assemblée nationale Mabunda pour elle, Malonda est toujours d'actualité. Bien sûr, le FCC n'a pas dit qu'ils remettent en cause l'entérinement de Malonda. Non, ça serait pour eux se tirer une balle dans la jambe. Donc, pour eux, Malonda, c'est l'homme qu'il faut. Mais alors, pour les autres, ce n'est pas Malonda. Donc, nous sommes là en face d'un blocage.
C'est pour cela qu'il y a toutes ces démarches pour essayer un peu de dégager un consensus. Allez. Merci beaucoup, c'était Sonica Fouta. Salut mon frère, ça c'est Junior JV qui dit si VK, après l'appel, aura gain de cause libérée, je ne pense pas. Je ne pense pas que Vital Kamere, enfin, qu'est-ce que je vais dire? Les chances qu'il soit libéré sont moindres. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que, écoutez, ça serait remettre en cause. Ça serait, comme on dit en anglais, it would be a blow pour le président de la République qui est en train de mener une politique de la lutte contre la corruption. Il est vrai que cette lutte rencontre une farouche opposition du côté de FCC, même des acteurs politiques qui ne sont pas du FCC. Ça, c'est la première raison. La deuxième, est-ce que les États-Unis d'Amérique, une des lignes de coopération qu'ils ont avec la RDC, ils le disent clairement que c'est d'appuyer le gouvernement congolais dans sa politique de la lutte contre la corruption. Troisième raison, Monsieur Mike Pompeo, dans un point de presse, nous avions publié ça sur notre page, il y a 3 semaines passées, je crois, il avait applaudi le fait que Vital Kamerhe finalement avait été condamné. Et pour les États-Unis, la lutte contre la corruption, ce n'est pas un slogan au Congo. Et la quatrième raison, je l'ai toujours dit, cette affaire, parce que là-dedans, il y a un Libanais, et pas des moindres, M. Jamal, un monsieur lié à Hezbollah, cette affaire va au-delà du cadre de l'État congolais ou de la justice congolaise. Ça touche à la sécurité des États-Unis et plus particulièrement d'Israël. Et même de l'Arabie Saoudite dans une certaine mesure. Donc, quand vous parlez Hezbollah, partout où il y a l'ombre de l'Hezbollah, les Américains viennent. Et je l'avais dit avant, finalement un journal belge, le journal Echo, avait dit que l'ombre des États-Unis planait sur cette affaire. Donc je ne vois pas le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, prendre les risques de provoquer une rupture avec un allié si important comme les États-Unis en permettant que M. Vital Kamerhe soit relâché. Mais en disant cela, je me dis, parce que c'est la justice qui a fait le travail, au regard des éléments qu'on avait présentés devant la justice, il y a de quoi se poser la question. Est-ce que pour libérer l'argent, la procédure était suivie? C'est clair que non. Comment expliquer l'enrichissement subit de son frère, de son cousin Massaro, de sa femme, son entourage immédiat s'est enrichi. Du coup, on vous parle, non, je faisais le commerce, mais quand on fait le commerce, il y a une comptabilité. Quand on fait profit, le fisc le saura. Alors, quel genre d'activité, de business sa femme avait fait, qui a généré autant d'argent? La fille des JB. Tout ça, sur base de ces éléments, parce que dans le pénal, le jugement, les juges prononcent le verdict ou la sentence sur base de sa conviction au regard des éléments qui lui sont présentés. M. Vital Kamerhe est entouré des proches qui ne peuvent pas justifier cet enrichissement. Et quand on essaie de regarder les ordres qu'il avait donnés pour les décaissements, on peut conclure qu'il a accéléré les choses,
il a enfreint la loi pour faire bénéficier à ses proches, finalement, une partie de cet argent. Donc, une réduction de peine, oui. Mais acquittement, dans ces cas-là, alors, ça sera suite à une volonté politique. Au regard des éléments que je viens d'évoquer, ça serait ça va ternir l'image même du régime en place. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Réduction de peine, peut-être. Mais acquittement, je ne pense pas. But time will tell. Écoutez, je sais que les gens posent cette question en fonction de visites de gauche à droite, puis c'est bien beau. Un prisonnier a droit à des visites. C'est vrai que la qualité du visiteur vous interpelle, mais ça ne va fondamentalement rien changer. Il y a des calculs politiques derrière toutes ces visites, ça c'est vrai. Parce que M. Vital Kamerhe a quand même une base. Donc il y a des gens qui veulent bénéficier de sa base, il peut donner un mot d'ordre à partir de la prison. Jean-Pierre Mbemba le faisait. Le fait qu'il est en prison, ça ne veut pas dire que politiquement il est devenu inactif. Non. C'est vrai que sa marge de manœuvre s'est réduite. Mais il n'est pas inactif. Il n'est pas paralysé totalement, politiquement parlant. Et même Bouyamba Ilunga dit, voilà, c'est les cas dont j'allais parler, celui de la fibre optique. Ah, merci. François Tibemba dit, est-ce que l'élection de Biden-Ozier, ça va changer la politique du département d'État vis-à-vis du partenariat privilégié avec la RDC? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Les intérêts américains, la politique extérieure américaine, c'est vrai que parfois il y a des changements, mais fondamentalement pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple. Vous venez d'apprendre que les États-Unis vont retirer leurs troupes de l'Europe. Les troupes américaines qui sont en Europe dans le cadre de l'OTAN, particulièrement de l'Allemagne. Mais cette politique, c'est Barack Obama qui a commencé cela. Parce qu'il avait dit que les pivots de leur politique étrangère quittent l'Europe vers l'Asie, l'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, quand vous regardez les bâtiments de guerre américains, les plus nombreux à travers le monde, sont positionnés dans la région Asie-Pacifique. Pourquoi? Pour faire la politique qu'ils appellent de containment, c'est-à-dire pour contenir la Chine qui est en train de monter en puissance et qui est en train de chercher ou qui projette sa puissance au-delà de ses limites, des limites de son territoire national. La Chine a occupé une partie de la mer, de ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est, la mer de la Chine. Les pays tels que le Singapour, la Malaisie, même le Vietnam, les Philippines, même l'Australie sont en train de se plaindre du fait que la Chine a occupé de manière illégale et contre l'avis même des instances judiciaires internationales en matière maritime, en y construisant ses bases militaires. Or, cette politique, c'est Barack Obama qui l'avait commencé. C'est vrai qu'il le faisait à sa manière, mais Trump, lui, le dit ouvertement, mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, la politique ne va pas changer en Afrique. D'ailleurs, j'avais posté un truc pour dire que des pays tels que l'Australie, il y a un débat à l'interne. Le gouvernement australien est écartelé entre l'influence de la Chine qui achète les minéraux de l'Australie, le bétail venant de l'Australie. Ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les budgets de l'Australie. Mais d'autre part, la sécurité
de l'Australie est quelque part en partie entre les mains des Américains, parce qu'il y a des bases militaires américaines en Australie, et d'ailleurs, on est en train de renforcer encore en effectif les militaires américains en Australie et dans d'autres pays de l'Asie-Pacifique. Hein? Et j'avais dit que les Africains doivent se préparer parce qu'il y a une sorte de bipolarité qui ne dit pas son nom. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde n'est plus bipolaire, mais on sent de plus en plus une opposition entre la Chine et les États-Unis qui va déterminer ou qui détermine le monde sur le plan international. Donc, les pays africains seront obligés de prendre position pour l'un ou l'autre. Ou alors, les mouvements non alignés va reprendre encore sa place. Si, bon, les non alignés, c'est beaucoup plus un principe, mais les États finissent toujours par se ranger derrière telle puissance mondiale ou telle autre. Voilà. Or, les Américains en RDC, ils ont fait un pas très significatif. Hein? La formation des militaires américains dans le cadre de la réforme de notre armée. Hein? La formation des militaires congolais, voulais-je dire, par des militaires américains. La présence, on voit quelques entreprises américaines venir, bien que timidement, mais s'intéresser à la RDC. À un moment donné, si les choses s'arrangent au niveau de la coalition, je crois que ce sera la ruée vers l'or pour les compagnies américaines au Congo. Donc, de ce fait-là, je peux vous dire que fondamentalement, ça ne va pas changer parce que c'est l'intérêt des États-Unis. Les Américains sont obsédés, je dis bien obsédés, par la volonté de garder le leadership mondial. Pour eux, c'est une obsession. Parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Donc, ils vont pas, ça ne va pas beaucoup changer. Boussanga Rémi dit, ma question est en rapport avec le dossier John Numbi que nous réserve l'avenir. Pourquoi l'information sur l'affaire Yuma tarde-t-il? Merci. Ce sont là des questions très pertinentes. Je pense que M. John Numbi, soit il va obtempérer, soit il se fera arrêter. Ça, c'est clair. Ou bien, soit alors, il va provoquer, je ne sais pas moi, des troubles au Katanga. Monsieur Albert Yuma. Oui, Monsieur Albert Yuma, c'est aussi une question très importante pour Monsieur Kabila. C'est les gars qui vendent les minéraux à l'extérieur et qui logent une bonne partie de cet argent dans des comptes privés. Et nous pouvons imaginer à qui appartiennent ces comptes. Mais je peux vous dire que les Américains tiennent absolument que M. Yuma soit réponde devant la justice. Allez, M. Fumin Bondo dit pourquoi le chef de l'État ne nomme pas un nouveau directeur de cabinet ou de confirmer Eberang un directeur de la communication. Bon, il prend son temps, mais je crois qu'il va, d'après ce que nous apprenons, il y aura un changement dans son cabinet. C'est à cette occasion-là que nous saurons. Peut-être qu'il réserve cela à cette période-là. Allez. Les cabinets fonctionnent. Hein. Le cabinet, entre-temps, il est en train de fonctionner avec M. Eberandé, professeur Eberandé. Donc, il n'y a pas peut-être urgence en la matière. Voilà, je crois qu'on a fini là. Christian Kazalidi, Junior Mwanambuta Yaka Kotoyo, tout l'actualité. Ah, ok. Je sais pas ce que tu veux dire. Hein. Il invite quelqu'un pour qu'il vienne sur. Je voulais savoir si John Numbi et Zari, ça c'est M. Ali Machin. Non, officiellement, en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais il y a des rumeurs. Mais il n'y a pas une information certifiée qui serait déjà aux arrêts. Allez.
on termine là. Nous disons toujours, nous devons continuer à prier pour notre pays. À la prochaine. Mungu abibariki sana. Bikafumu nzambi kanusaku muna. Tutaonana siku ingine. Mungu abibariki sana. May God bless you. Toutes les bonnes choses. Si vous avez des informations, écrivez-nous inbox. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que nous puissions répondre, écrivez-nous inbox. Nous verrons dans la mesure du possible comment répondre à vos questions. All right. Wafwako. Merci beaucoup. Matondo, hein? Matondo. Bye bye.